L'étude du passé permet de mieux comprendre le présent. Les changements de végétation de l'hémisphère nord, relevés par les analyses polyniques et macrofossiles, permettent de saisir à quel point les paysages se sont profondément modifiés durant les dernières glaciations. La composition végétale s'est transformée à mesure que le climat se réchauffait, montrant une dynamique temporelle s'apparentant au gradient nord-sud actuel de la composition végétale du Québec. Des exceptions à ce scénario général ont toutefois été révélées, principalement à cause de conditions climatiques persistantes à différents endroits au Québec et des régimes de perturbations variables dans l'espace et dans le temps. Depuis le début du Quaternaire, au Pléistocène, il y a de cela 2,5 millions d'années, l'Amérique du Nord a connu deux grandes périodes de glaciation, soit l'Illinoisien et le Wisconsinien. En effet, la zone arctique, la zone boréale et la portion nordique de la zone tempérée furent recouvertes à plusieurs reprises d'une épaisse couche de glace. La géographie actuelle du couvert végétal dans l'hémisphère nord ne traduit donc vraiment pas l'état moyen de la végétation à l'échelle du Pléistocène ou de l'Holocène, soit les derniers 12 000 ans. Les forêts de conifères denses sont très récentes. Elles remontent à peine à 6 000 ans, telles qu'illustrées dans les cartes disponibles sur le site Internet. Les forêts actuelles sont constituées suite aux migrations post-glaciaires progressives à partir d'immenses forêts de conifères mélangées de feuillus tempérés qui ont dominé le paysage au sud des glaces durant des dizaines de milliers de millénaires sous des climats différents. Intuitivement, nous pourrions penser que durant le retrait du dernier Atlantis, la colonisation végétale se soit effectuée d'abord par les plantes arctiques, puis par les essences pionnières de la zone boréale, notamment le tremble, le bouleau blanc, le mélèze. Les forêts se seraient ensuite constituées selon une séquence apparentant à ce que l'on observe aujourd'hui le long d'un gradient nord-sud où trois espèces dominent, soit l'épinette noire, le sapin baumier et l'érable à sucre. Par la suite, les communautés forestières auraient été principalement influencées par le climat et par les perturbations, telles que le feu, les épidémies et les chablis étant le bois abattu par le vent. Ceci étant vrai, mais il est primordial de tenir en compte de certaines anomalies. En effet, la reconstitution de l'histoire de la végétation révèle de très nombreuses exceptions à cette séquence. Par exemple, les communautés forestières du nord du Québec ont connu leur maximum de densité dès la déglaciation survenue durant l'Holocène moyen, 8000 à 4000 ans avant nos jours, sous un climat relativement chaud à faible incidence des feux. Autour du golfe du Saint-Laurent, les forêts initiales ont tardé à se refermer en raison de la persistance d'un climat froid durant l'Holocène inférieur, soit 11 500 ans à 8 000 ans. L'Holocène supérieur, depuis 4 000 ans avant nos jours, fut marqué par un refroidissement du climat appelé le néoglaciaire et une incidence peu élevée des feux. Ces conditions se sont traduites par l'ouverture graduelle des épinettes nordiques pour former la paissière noire à lichen, de même qu'une large zone de transition entre la toundra et les forêts continues. Pour ce qui est des domaines bioclimatiques plus méridionaux, le réchauffement de l'Holocène supérieur favorisera une plus grande abondance des conifères et le retrait vers le sud de certaines espèces, dont le pin blanc. Il y a 12 500 ans, l'énorme masse de l'Atlantis, avec ses vents violents et glacés, entraînerait un climat périglaciaire et une végétation de toundra herbacée dans les basses terres du Québec. Il y a 10 000 ans, quelques parties des terres côtières du Labrador et de la Côte-Nord commençaient à être libérées des glaces. La forêt a pris énormément de temps à s'y établir dû à la proximité des glaces. Une toundra arbustive dominée par le bouleau glanduleux et l'aune crispée se maintint et l'épinette blanche s'installa progressivement.
Des communautés de chênes rouges, d'ormes d'Amérique, de frênes noirs, d'ostriers de Virginie s'implantèrent dans les basses terres du lac Saint-Jean et en Témiscamingue. Ce mélange floristique original serait lié aux conditions climatiques hivernales clémentes, permettant l'implantation d'espèces relativement thermophiles dans les Laurentides. La toundra occupait les zones de haute latitude ainsi que les marges glaciaires. Au sud, la colonisation végétale s'effectuait progressivement selon une séquence correspondant à la zonation latitudinale actuelle de la végétation. Dans ces régions estuariennes, comme dans Charlevoix, les forêts se sont alors ouvertes et l'onde crispée a pris beaucoup d'importance et ce durant 500 à 1500 ans selon les régions. Dans les basses terres du Saint-Laurent, des épinettes, des sapinières et des peuplements de pins gris colonisèrent alors le sud du Québec. Cette toundra herbacée étant plus riche en espèces et plus dense qu'aujourd'hui. La marge méridionale de l'Inlansis était alors envahie principalement par l'aulne crispée, le mélèze, le tremble, le peuplier baumier, l'épinette blanche, l'épinette noire et le sapin. Tous les éléments de la flore boréale moderne y étaient représentés, sauf le pin gris et le bouleau blanc. Il y a 6000 ans, les glaces n'occupaient plus que 70 000 km² en Ungava. Le climat estival était alors généralement d'1 ou 2 degrés plus chaud qu'actuellement. Les sapins, mélèzes, trembles et peupliers, aujourd'hui éparses, y étaient plus nombreux et plus répandus. Le hêtre, dont les populations immigrèrent au sud du Québec il y a 8000 ans, était alors en pleine expansion territoriale. Il y a 4000 ans, les glaciers ont disparu du nord du Québec. Le relèvement isostatique des terres n'étant pas terminé, les zones côtières de la baie James et de la baie d'Hudson restèrent immergées et la toundra était encore dominée par les arbustes. L'épinette noire, l'épinette blanche, le mélèze, le peuplier baumier atteignaient à cette époque leur limite nordique d'expansion post-glaciaire et leur densité maximale. La toundra forestière, telle que nous la connaissons, est une formation végétale relativement récente. Elle s'est constituée progressivement depuis la déglaciation régionale, principalement sous l'emprise croissante des feux de forêt. Dans les érablières méridionales, l'abondance du noyer cendré, du tilleul d'Amérique et du carrier diminua, nous informant d'un refroidissement généralisé du climat identifié partout en Amérique du Nord. Le pin blanc restait important malgré l'abondance croissante du bouleau jaune. Le hêtre, à grandes feuilles, s'est toutefois grandement développé parmi les populations de l'érable à sucre, ceci étant dû aux conditions hivernales plus clémentes en raison de l'augmentation de la radiation solaire incidente en hiver. Les hivers plus rudes auraient auparavant limité l'extension du hêtre vers le nord. Les 2 derniers millénaires s'inscrivent dans la tendance au refroidissement amorcé depuis 4500 ans environ, le néoglaciaire. On observe une légère tendance à l'enrésinement de cette érablière depuis le 17e siècle, tant par l'épinette rouge que par le sapin baumier. L'abondance de l'épinette rouge s'est toutefois considérablement accrue durant le refroidissement du petit air glaciaire au détriment de l'érable et du hêtre, mais pas du bouleau jaune. Lors du réchauffement subséquent du climat, l'érable à sucre a réagi plus rapidement que le hêtre. Avant l'an 1500, le hêtre était en moyenne 2 fois plus abondant qu'actuellement dans la forêt. Pour conclure, l'état du passé montre que les arbres se sont implantés dès la déglaciation dans tous les endroits possibles selon leur capacité à compléter leur cycle de vie. En tout état de cause, il est clair que les zones de végétation ne se sont pas déplacées en bloc sous l'influence des changements du climat après le retrait des glaces.
De ce fait, nous aurions donc tort d'imaginer de simples translations de la végétation en réponse au climat actuel et futur. Il ne faut pas oublier que la végétation actuelle constitue un héritage du passé. Aussi, non seulement la palynéologie nous sert d'outil lors de reconstitutions paléoécologiques, mais également lors de la datation. En effet, une étude datant de 2013 dévoile que l'interprétation des données recueillies lors de l'étude stratigraphique des mares et des tourbes, la palynéologie a été utilisée comme moyen de datation des sédiments au lieu de la datation au carbone 14. Il s'agit d'études palynéologiques effectuées sur d'anciens pingots de Belgique. Les connaissances en palyno-écogéographie permettront d'aménager nos écosystèmes forestiers actuels de manière durable dans un environnement changeant dû au contexte de changement climatique.